Bonjour, bonsoir à toutes et tous, c'est Elsker pour l'épisode 32 de Parlons Constitution. On va aborder un thème lié au pouvoir exécutif, enfin au pouvoir exécutif et au pouvoir législatif. Quelles procédures et obligations pour l'élaboration d'un projet de loi? Alors, avant toute chose, quelques rappels importants. Qu'est-ce qu'un projet de loi? On appelle ça un projet de loi et pas une proposition de loi parce que l'initiative législative est par le gouvernement. Quand c'est le gouvernement qui est à l'initiative, qui propose un projet de loi ici, du coup, on parle de projet de loi. Si ça vient d'un parlementaire ou même d'un citoyen, on parle alors de proposition de loi. Ou proposition citoyenne de loi si ça vient d'un citoyen. Sachant que les propositions citoyennes de loi, c'est quelque chose qui n'existe pas actuellement, mais que j'envisage, je vous invite à aller voir l'épisode 26 pour plus de détails sur tout ce qui est procédure d'élaboration de la loi et de vote de la loi. Alors il y a divers types de projets de loi, on va pas tous les citer, mais au moins les principaux, la plupart. Il y a les projets de loi ordinaires, les projets de loi unanimes, principales ou imminentes. Encore une fois, ici, les projets de loi unanimes, principales ou imminentes, c'est quelque chose que je rajoute, puisque ce type de loi n'existe pas actuellement, c'est une invention de ma part. Il y a les projets de loi de programmation, dont les projets de loi de programmation des finances publiques, les projets de loi de finances, les PLF, les projets de loi de financement de la sécurité sociale, les PLFSS, ou aussi les projets de loi de règlement, qui sont là, en fait, pour acter que les finances publiques ont, bien été gérées. En fait, on regarde les rentrées d'argent et les sorties d'argent, c'est-à-dire les comptes de l'État, a posteriori, on les valide a posteriori, après qu'ils aient été exécutés, donc pas pendant l'année en cours, mais sur l'année précédente. Il y a aussi les projets de loi autorisant la ratification d'un traité, les projets de loi organique, les projets de loi constitutionnelle ou projets de révision de la Constitution, ou encore les projets de loi prorogeant les états de crise, mais il y en a encore d'autres types qu'on pourrait citer ici, mais ce n'est pas nécessaire d'entrer dans les détails, puisque ici on a quand même les principaux, les plus importants. On a, disons, un bon paquet de projets de loi différents. Ils ont pas tous les mêmes sujets, ils abordent pas la même chose, et ils ont pas forcément exactement la même procédure d'élaboration. Alors continuons quand même sur les rappels. Nous avons vu dans l'épisode 26, comme je le disais, la procédure d'adoption d'une loi. Et donc nous allons la réviser ici parce qu'il faut l'avoir en tête quand on va parler de la procédure d'élaboration d'un projet de loi. Alors, en premier lieu, il y a l'initiative. C'est lorsqu'il va y avoir quelqu'un, un parlementaire, un citoyen, un membre du gouvernement, ou le gouvernement plutôt lui-même, qui va proposer une nouvelle loi, une nouvelle réforme. Il doit y avoir avis du Conseil d'État obligatoire pour le projet de loi, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une saisine par les parlementaires, mais ce n'est pas obligatoire. En tout cas, si c'est un projet de loi, c'est obligatoire, le gouvernement doit transmettre le projet de loi pour avis au Conseil d'État avant de le déposer devant le Parlement. Alors ensuite, il y a le dépôt au Parlement, avec le délai avant la discussion en séance, donc ça, je peux revenir en détail sur ce délai, puisqu'on en a parlé lors de l'épisode 26, c'est juste pour vous rafraîchir un peu la mémoire, il y a un délai. Il faut attendre un certain temps avant qu'il y ait une discussion en séance. Et ensuite, il y a la fixation de l'ordre du jour, et ça va permettre ensuite de pouvoir le discuter, d'abord en commission, avec le travail des commissions permanentes, ou des commissions spéciales. Ensuite, il y a des amendements éventuels, c'est plutôt en même temps, il y a des amendements éventuels lors du travail en commission ou lors des discussions en séance. Et après toute cette procédure, toutes ces discussions, on va pouvoir... Alors, il y a les éventuels préavis de veto ou veto scientifique, quelque chose que j'ai inventé aussi. Je vous invite à aller revoir l'épisode 26 où on en a parlé, ou encore d'autres épisodes avant où je crois que j'en avais déjà parlé. Enfin bref, peu importe. Normalement, si vous suivez bien la série, vous savez de quoi je parle. Ensuite, on a l'adoption ou le rejet par les votes, bien sûr, plusieurs votes, au moins les votes en commission, des votes en séance sur les articles, sur la loi, le projet ou la proposition de loi dans son ensemble, ce qui va conduire à une adoption ou à un rejet au final. Et si elle est adoptée, il va pouvoir y avoir une promulgation par le président de la République, avec bien sûr les contreseins des directeurs, donc du Premier ministre actuellement, mais des directeurs pour moi, avec les ministres concernés, bien sûr, qui vont contresigner également. Ensuite, il y a la publication du coup au JORF, donc je rappelle le journal officiel de la République française, et il va du coup y avoir une entrée en vigueur, soit le lendemain de la publication, soit au moment de la date qui est indiquée dans le projet de loi, dans la proposition de loi qui a été votée. Bref, voici toute la procédure d'adoption d'une loi, c'était de longs rappels, et on va pouvoir du coup attaquer sereinement cet épisode sur les procédures, la procédure et les obligations pour l'élaboration d'un projet de loi, avec première partie, l'étude d'impact, une obligation majeure, mais pourtant récente.
Car oui, l'une des obligations pour les projets de loi, et même l'obligation principale, c'est l'obligation d'étude d'impact. Mais avant, il faut revenir sur la procédure de préparation d'un projet de loi, revenir ou plutôt voir quelle est la procédure classique. Je marque classique, il y a des procédures un peu différentes en fonction du type de projet de loi, et donc la procédure classique, c'est ça. D'abord, il faut évidemment qu'il y ait une idée du projet, une volonté politique du gouvernement. Si le gouvernement n'a pas l'idée, n'a pas la volonté de faire ce projet de loi, évidemment, ce projet de loi ne peut pas exister. Ensuite, on a les consultations, différentes expertises, on va consulter des ministres, on va consulter des administrations publiques, on va consulter des parlementaires, on va consulter des lobbies, donc des groupes de pression, on va consulter possiblement des citoyens, du personnel public, des fonctionnaires ou pas, on va consulter beaucoup de personnes. On va mener des expertises, potentiellement par des groupes indépendants, par des entreprises, des think tanks, voilà, ce genre de groupes, des experts, des cabinets de conseillers qui pourront peut-être apporter une certaine expertise sur le projet de loi. Et sinon, il y a bien sûr les expertises menées par le gouvernement en lui-même, par les services du gouvernement en lui-même. Ensuite, après ça, il y a l'avis des ministres concernés, c'est-à-dire qu'on va recueillir leur avis sur le projet de loi, puisqu'évidemment, ils seront en charge d'appliquer le projet de loi, d'appliquer la loi si elle est votée, et évidemment, il faut qu'ils soient un minimum d'accord, surtout que c'est eux qui vont le défendre devant les députés ou les sages, sénateurs actuellement, mais sages pour moi, je ne vais quand même pas le répéter à chaque fois que le Parlement, dans ma version, dans ma vision politique, n'est pas exactement le même que ce qu'il est actuellement. Alors, ensuite, il y aura possiblement des réunions interministérielles pour mettre d'accord tout ce beau monde, mettre d'accord les ministres, et discuter de ce qu'on va faire, déjà pour élaborer le projet de loi, mais aussi ensuite pour le défendre, et peut-être même ajouter des éléments de communication. Et s'il le faut, s'il y a des désaccords importants entre ministres, il y a l'arbitrage par les directeurs, donc actuellement le Premier ministre, et cet arbitrage est préparé par le secrétariat général du gouvernement, le CGG. Après cet éventuel arbitrage, on va pouvoir entamer, c'était pas vraiment dans l'ordre, hein, ça se déroule à peu près en même temps, la rédaction elle commence dès les consultations, dès l'expertise, dès l'avis des ministres concernés, et les réunions interministérielles, mais il y a un ordre ici qui est un ordre plus logique qu'un ordre chronologique, si vous voyez ce que je veux dire. C'est chronologique et logique, mais en même temps il y a des choses qui commencent avant, hein, bien sûr. La rédaction obligatoire du coup d'une étude d'impact, parce que oui, l'étude d'impact est obligatoire. Et il y a bien sûr la rédaction d'un exposé des motifs qui vient présenter la raison, en résumé, les raisons résumées de ce projet de loi. Ensuite, après ça, on a l'avis consultatif, obligatoire, par contre, aussi, du Conseil d'État, mais ça on l'a déjà dit, lors des rappels et lors de l'épisode 26. On a, après, les autres organes et organismes qui sont consultés, ça peut être par exemple le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, ou d'autres organismes, cela dépend également du type de projet de loi, mais on y reviendra peut-être un peu plus tard sur certains cas qui sont particuliers et qui peuvent être intéressants de voir. Enfin, il y a le dépôt au Parlement, on a fini la rédaction du projet de loi, de l'étude d'impact, de l'exposé des motifs, on va déposer au Parlement devant le bureau de la Chambre des Sages ou le bureau de l'Assemblée nationale, actuellement Assemblée nationale ou Sénat, ça dépend des cas, hein, bien sûr, le dépôt se fait devant l'un ou devant l'autre selon les cas, mais on va pas revenir là-dessus en détail, puisqu'on l'a déjà évoqué dans un autre épisode. Probablement l'épisode 26 ou l'épisode 27, je crois l'épisode 26, peut-être un peu dans l'épisode 27, mais surtout dans l'épisode 26 il me semble. Bref, avec ce dépôt, il y a un décret de présentation qui vient en fait reprendre un peu toute la procédure, notamment quels organismes, quels organes ont été consultés et devant qui ce projet de loi est déposé, devant quelle chambre. Bref, ça c'est toute la procédure classique de préparation d'un projet de loi. Et là-dedans, il y a des obligations. Quelles sont les deux obligations majeures? L'avis consultatif du Conseil d'État et la rédaction d'une étude d'impact. Alors, pourquoi obliger l'étude d'impact? Je reprends des choses qui sont actuelles ici, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'actuellement on souhaite qu'il y ait une étude d'impact, mais je suis fondamentalement d'accord avec ces idées-là, avec ces obligations-là, avec ces raisons-là, ces justifications ici. Il faut améliorer la qualité des lois, et du coup, on oblige la rédaction d'une étude d'impact. Pourquoi s'améliore la qualité des lois? S'améliore la qualité des lois pour plusieurs raisons, notamment une raison qui est aussi une raison de l'obligation de l'étude d'impact, qui est que c'est un moyen aussi pour le gouvernement de mieux préparer, présenter et défendre sa proposition de réforme. C'est-à-dire que ça améliore la qualité des lois parce que le document est mieux préparé, parce qu'on a plus d'infos sur les impacts éventuels, sur le cadre qui entoure, enfin on verra les sujets après, mais sur le cadre qui entoure ce projet de loi, sur cette réforme, on a plus d'éléments, on va pouvoir mieux réfléchir avec des éléments concrets d'impact éventuel et de la situation actuelle et des raisons effectives
qui ont poussé le gouvernement à souhaiter cette réforme et qui peuvent pousser les députés ou les sages à vouloir eux aussi cette réforme et à voter dans le sens que souhaite le gouvernement. Bref, c'est intéressant cette étude d'impact, en tout cas si elle est faite correctement. Ensuite, il y a quand même un autre objectif qui est d'éclairer le Parlement, mais pas que, éclairer également toutes les personnes qui pourraient lire ces études d'impact, les journalistes, mais aussi en fait tous les citoyens qui souhaiteraient s'y intéresser, sur la portée des réformes. Donc sur leur portée, à qui elle s'adresse cette réforme, qu'est-ce qu'elle va donner, enfin qu'est-ce qu'on prévoit qu'elle va donner, quels seront ses impacts, d'où le nom étude d'impact, et c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant, ça permet de voir la portée, de cibler ce que sera cette loi et ce qu'elle va potentiellement apporter, et sur quoi elle porte réellement. Et c'est aussi un outil d'évaluation. C'est-à-dire que grâce à cette étude d'impact, le Parlement, mais aussi, bien sûr, le gouvernement, va pouvoir voir, en reprenant l'étude d'impact, si les effets qu'on avait prévus dans l'étude d'impact se déroulent bien une fois la loi votée. Si on retrouve les effets qu'on avait anticipés. Bref, c'est un outil d'évaluation qui peut être vraiment aussi intéressant s'il est correctement utilisé par les députés, par les sages, par les conseillers scientifiques ou par le gouvernement. Et bien sûr, il y a une importance majeure à l'exhaustivité de l'étude d'impact, car si l'étude d'impact se contente de rester en surface et ne va pas en profondeur, finalement, elle ne sert pas à grand chose, elle n'est juste qu'un exposé des motifs un tout petit peu plus fourni. Donc il faut qu'elle soit exhaustive, qu'elle soit précise, qu'elle aille vraiment dans le vif du sujet et qu'elle donne des éléments concrets, importants, des raisons, des arguments aussi, sur tout ce qui a été décidé et sur les impacts éventuels que cette loi pourrait engendrer. J'espère que vous avez compris cette partie-là. Si vous n'avez pas compris ou si vous voyez d'autres raisons d'obliger cette étude d'impact, mais si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à aller en débattre dans les commentaires et n'hésitez pas non plus à laisser un petit pouce bleu. Je le dis assez rarement, donc n'hésitez pas si vous appréciez, si vous avez appris des choses lors de cet épisode. Merci pour ceux qui le feront. Ça soutient mon travail, c'est une chose dont je vous remercierai jamais assez, puisque c'est ça qui me donne du courage pour continuer cette série qui est très longue, qui est assez difficile, puisque c'est vraiment un travail de fond, un travail sur la longueur, pour traiter les sujets un par un, dans un ordre à peu près cohérent, même j'espère cohérent, qui permettent de faire une progression et d'élaborer une nouvelle constitution, une vision, la mienne bien sûr, mais aussi peut-être la vôtre, si on peut discuter ensemble en commentaire de tout cela. Bref, merci, et on continue. Trêve de bavardage, merci à ceux qui likeront, merci à ceux qui partageront, et maintenant on va voir les sources. Alors, la Constitution, à son article 39, dispose que les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées. Alors ici, vous voyez que j'ai pas tout mis, j'ai pas mis tout l'article 39, puisque ça ne sert à rien, il y a des choses qui ne sont pas utiles ici, mais ce qu'on voit ici, c'est après avis du Conseil d'État. Donc ici, il y a bien la disposition de l'obligation d'avis consultatif du Conseil d'État. Aussi, on retrouve dans l'article 39, cette partie-là, la présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique. Et ces conditions-là vont justement disposer, plus tard, pas tout de suite, pas en 1958, mais plus tard, vont disposer cette obligation d'étude d'impact, et on va le voir tout de suite, puisque c'est justement dans cette loi organique, la loi organique numéro 2009-43 du 15 avril 2009, relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, qu'on va avoir cette obligation d'étude d'impact notamment, mais aussi ce qui concerne l'exposé des motifs. Et on retrouve ça au chapitre 2, qui concerne les dispositions relatives à la présentation des projets de loi prises en vertu de l'article 39 de la Constitution, donc ce sont les articles 7 à 12 de cette loi organique. Alors je vais pas tout raconter ici, je vais pas lire tous ces articles, puisque ce n'est pas forcément ce qui est très intéressant, et on en parle de ce qui est le plus important dans cet épisode déjà, donc ça sert à rien de faire de la lecture bête et méchante. Mais on va quand même s'appuyer dessus, comme je m'appuie dessus pour faire cet épisode. Alors, quels sont les sujets présents dans une étude d'impact? Parce que c'est bien beau de dire qu'il y a une étude d'impact, mais si on ne sait pas de quoi elle parle, ce qu'elle présente, ça n'a pas grand intérêt. Si vous avez compris, l'étude d'impact va donner les impacts de la loi, les impacts envisagés de la loi, mais pas que, et c'est ce qu'on va voir tout de suite, on va voir tous les sujets. Alors, il y a une situation actuelle qui est dépeinte dans une étude d'impact. C'est-à-dire qu'on va montrer les évolutions précédentes et la situation qui est en cours au moment où on écrit l'étude d'impact, en ce qui concerne l'économie, la situation économique, le contexte financier, le contexte social, environnemental ou administratif. L'objectif étant de dire de là où on part, pour justifier pourquoi on va faire ce projet de loi et pour justifier où on va, et aussi comprendre pourquoi ça aura tel impact.
et pourquoi on souhaite éventuellement tel impact. On va aussi aborder les intervenants qui sont consultés, on va donner quels intervenants ont été consultés, donc les consultations obligatoires notamment. On va aussi rappeler dans l'étude d'impact le cadre juridique existant, notamment le cadre constitutionnel et conventionnel. Le conventionnel, c'est tout ce qui est traité et accords internationaux, et bien sûr le cadre constitutionnel pour rester dans les clous. C'est préférable de le rappeler, ce cadre juridique existant au niveau constitutionnel, et de faire attention à bien le respecter pour pas que après le Conseil constitutionnel vienne retoquer la loi en disant qu'elle est non conforme à la Constitution. Ensuite, il y a des éléments de droit comparé, en fait, qui viennent ici s'adjoindre à cette explication du cadre juridique existant, pas sur ce qui s'applique à la France, mais sur ce qui est appliqué, en fait, dans les autres pays. C'est-à-dire qu'on va avoir des éléments de comparaison internationale, sur ce qui se passe ailleurs en Europe, sur ce qui se passe en Afrique, sur ce qui se passe en Asie, ce qui se passe dans des pays, voilà, partout dans le monde, des éléments de comparaison internationale qui vont aider à penser des arguments différents, des hypothèses, des options différentes, en ce qui concerne le sujet qui va être traité par ce projet de loi. Il y a également, bien sûr, les justifications de la nécessité de légiférer. Pourquoi est-ce qu'il est important de légiférer? Pour quelles raisons est-ce qu'on légifère? On va du coup montrer l'insuffisance, l'inadaptation de la loi. On va montrer, dans l'étude d'impact, le gouvernement va montrer pourquoi la loi n'est pas suffisante et pourquoi il faut une nouvelle loi pour régler le problème que le projet de loi essaie de résoudre. Du coup, on va donner les objectifs poursuivis par le projet de loi, c'est-à-dire ce que le projet de loi essaie de faire concrètement. Et, comme on a dit qu'il fallait légiférer, on va aussi aborder les autres options non législatives, c'est-à-dire l'adaptation de la réglementation, le renforcement ou la réorganisation des moyens existants, tout ce qui aurait pu être fait en termes de communication, de médiation, autre recours à une autorité administrative, indépendante, oui c'est ça, ou d'autres options, et qui ont été envisagées, mais surtout, pourquoi elles ont été écartées en fait? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas choisi des options non législatives et qu'on a préféré, pourquoi est-ce que le gouvernement a préféré une option législative, a préféré ce projet de loi? On va du coup donner les critères du choix des dispositifs retenus dans le projet de loi. Pourquoi est-ce qu'on a mis tel article, telle disposition dans ce projet de loi? Et le gouvernement va continuer et va notamment expliquer les autres options législatives qui ont été envisagées ou qui sont envisageables. Ce qui permet de justifier les dispositifs qui ont été retenus et de montrer ceux qui n'ont pas été retenus et pourquoi. Ou ceux qui pourraient éventuellement être retenus s'il y avait d'autres conditions, s'il y avait d'autres choses. Bref, une discussion complète autour des dispositions qui sont apportées, qui ont été retenues dans le projet de loi. Il y a d'autres sujets, on va les voir maintenant. Alors, quel autre sujet a-t-on? On a aussi les impacts prévus. C'est évident, mais il faut les impacts prévus. C'est une étude d'impact, il faut aussi les impacts prévus des dispositions du projet de loi. Donc en termes juridiques, ce que ça va donner d'un point de vue du droit, sur une complexification, une simplification des normes en vigueur, peut-être la suppression d'autres normes, peut-être que ça va nécessiter, le vote de ce projet de loi va nécessiter l'abrogation d'une autre loi, ou va conduire à l'abrogation d'une autre loi, ou pas. Bref, qu'est-ce que ça va engendrer comme impact d'un point de vue juridique? Également d'un point de vue économique, pour les entreprises, pour l'économie du pays en général, de la croissance ou pas, de la décroissance, qu'est-ce que ça va engendrer? Aussi en termes financiers pour l'État, pour les entreprises, pour les administrations publiques, pour la sécurité sociale éventuellement, les impacts sociaux, ce que ça va donner en termes humains, potentiellement du chômage, assez économique mais ça peut être aussi social, de la pauvreté, ça peut engendrer peut-être une augmentation de richesse, ou une recomposition sociographique, sociodémographique du pays, avec peut-être un projet de loi qui va engendrer une migration vers le sud, vers les pays, les endroits du sud, ou un retour à la campagne, j'en sais rien, il y a plein de possibilités avec un projet de loi qu'on ne connaît pas, mais il y a plein d'effets, d'impacts sociaux qui peuvent être envisageables. Des impacts environnementaux aussi. C'est possible que ça crée de la pollution, ou qu'au contraire, ce soit un projet de loi qui soit là pour faire une nouvelle norme anti-pollution pour les entreprises. Il devrait réduire, par exemple, les émissions de CO2. Ou pas. Quels impacts environnementaux? Sur la biodiversité, bref, les impacts environnementaux. Quels impacts aussi sur les collectivités territoriales? En termes de compétences, en termes de ressources pour les collectivités territoriales, en termes d'administration, en termes d'emploi, en termes de crédit, voilà, peu importe, mais quels impacts sur les collectivités territoriales? Et sur les services administratifs aussi. Parce qu'il n'y a pas que les collectivités territoriales, il y a aussi d'autres services administratifs, les services administratifs de l'État, de la région, mais aussi d'entreprises publiques, ou d'autorités administratives. Bref, les impacts prévus des dispositions du projet de loi. Et les impacts immédiats, ce que va donner la loi une fois qu'elle sera votée, mais aussi, si possible, le plus possible, des prévisions à plus long terme.
qu'on ne se cantonne pas aux impacts sur 6 mois, 1 an, mais qu'on voit ce que ça pourrait donner en 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 ans, 100 ans. Bon, peut-être pas 100 ans, ça doit être compliqué, même quasiment impossible de prévoir ce qu'un projet de loi peut donner sur 100 ans, mais on peut essayer, en tout cas, de donner des prévisions à plus long terme. Quoi d'autre comme sujet dans une étude d'impact? Il y a des éventuelles modalités d'application dans le temps. C'est-à-dire, entre autres exemples, est-ce qu'il y a un délai d'entrée en vigueur? C'est-à-dire, est-ce que si la loi est votée, elle doit entrer en vigueur 1 an après, avec éventuellement des mesures transitoires? Ou pas 1 an après, 3 semaines après, seulement quand tous les décrets d'application auront été créés, ont été écrits par le gouvernement et promulgués? Est-ce qu'il y a un délai d'entrée en vigueur? Est-ce qu'il y a une modalité d'application dans le temps? Des mesures transitoires? Voilà, ce genre de choses. Et dans l'espace aussi. C'est-à-dire, est-ce que la loi va s'appliquer partout pareil? En principe, oui. La loi s'applique partout pareil, mais il peut y avoir des exceptions, notamment pour les collectivités d'outre-mer, donc qui ont bien sûr des statuts et des institutions spécifiques qui ne sont pas à confondre avec les régions d'outre-mer. Je pense aussi à des exemples comme la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française, qui peuvent se voir appliquer et qui se voient appliquer sur leur sol une loi un peu différente. C'est-à-dire que toutes les dispositions législatives françaises ne s'appliquent pas de la même manière sur ces territoires. Il y a des exceptions en fonction des institutions, des statuts, des accords faits avec l'État central, avec l'État français. Bref, ce sont des cas particuliers, mais ça doit être prévu s'il y a une modalité d'application dans l'espace, donc en fonction justement de ces collectivités d'outre-mer, il faut que ce soit noté dans l'étude d'impact. Aussi, il y a les textes qui sont prévus d'application du projet de loi, en particulier les décrets d'application, qui doivent être pris après le vote de la loi. Il doit aussi y avoir dans cette étude d'impact, si ce sont des habilitations du gouvernement à légiférer par ordonnance dans le projet de loi, il doit y avoir la justification de l'habilitation et de son délai. Pourquoi? Alors, on parlera du sujet des ordonnances dans l'épisode prochain, dans l'épisode 33, et si on concerne les ordonnances, il faut qu'il y ait dans l'étude d'impact la justification de l'habilitation et de son délai. Pourquoi est-ce que le gouvernement demande à être habilité à légiférer par ordonnance? Et pourquoi sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, enfin bref, sur le temps qu'il a demandé, sur le temps qu'il demande? Il faut qu'il y ait ces précisions-là. Aussi, les études d'impact doivent être claires, exhaustives, fiables, leur contenu doit être fiable, ce qui est marqué dedans, les graphiques, ça doit être fiable, ça doit être réel, concret, ça doit être quelque chose de prouvé par des institutions de confiance, par des études correctement faites, bref, une étude d'impact claire, exhaustive, fiable, cohérente et précise, une étude d'impact de qualité en somme. Ça, c'est ce qu'il devrait y avoir normalement. Est-ce que c'est toujours le cas? Je ne crois pas, ce serait bien que ce soit de plus en plus pour les études d'impact, pour les projets de loi. Une fois qu'on a vu ces sujets, une fois qu'on a vu ça, il faut aborder un cas. Si ces sujets-là, si ces obligations-là ne sont pas respectées, s'il n'y a pas le respect des règles fixées par le loi organique, notamment concernant l'étude d'impact, qu'est-ce qu'il se passe? Alors c'est noté à l'article 39 de la Constitution, une partie que je vous avais cachée jusqu'à maintenant, les projets de loi ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour si la conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la conférence des présidents et le gouvernement, le président de l'assemblée intéressée ou le premier ministre peut saisir le conseil constitutionnel qui statue dans un délai de 8 jours. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est normalement assez clair. Les projets de loi peuvent se voir refuser leur inscription à l'ordre du jour par la conférence des présidents si tout ce qui concerne les règles fixées par la loi organique, notamment les règles sur l'étude d'impact, ou si c'est une étude d'impact qui n'est pas de qualité, s'il manque des choses importantes dedans, la conférence des présidents peut dire non. On ne va pas l'inscrire à l'ordre du jour, on ne va pas en discuter, l'étude d'impact est insuffisante, par exemple. Ça peut être aussi parce que l'exposé des motifs est inexistant. S'ils oublient l'exposé des motifs, la conférence des présidents peut, et devrait en théorie, ne pas l'inscrire à l'ordre du jour, ce projet de loi. Si la conférence des présidents et le gouvernement ne sont pas d'accord, si le gouvernement insiste, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, le président de l'Assemblée intéressée, donc président de l'Assemblée nationale ou président de la Chambre des sages, le Sénat actuellement, ou le Premier ministre, donc les directeurs, peuvent saisir le Conseil constitutionnel qui va jouer son rôle d'arbitre, Conseil constitutionnel ou co-constitutionnel, on en parlera beaucoup plus tard. Ce juge constitutionnel va jouer le rôle du coup d'arbitre, de juge en fait, qui va statuer dans un délai de 8 jours pour savoir qui a raison. Est-ce que c'est la conférence des présidents qui dit n'importe quoi, que l'étude d'impact est suffisante, que le projet de loi respecte bien les règles fixées par la loi organique, ou est-ce qu'au contraire, c'est le gouvernement qui a tort, et que oui, il y a un réel problème dans cette étude d'impact, dans l'exposé motif ou dans quoi que ce soit d'autre qui pose problème au niveau des règles fixées par la loi organique. Bref, le Conseil constitutionnel actuellement, le juge constitutionnel du coup en général, va statuer dans un délai de 8 jours sur ce conflit, sur ce désaccord entre la conférence des présidents et le gouvernement.
L'article 9 de la loi organique numéro 2009-43 du 15 avril 2009 dispose autre chose. En fait, elle complète. La conférence des présidents de l'Assemblée sur le bureau de laquelle le projet de loi a été déposé dispose d'un délai de 10 jours suivant le dépôt pour constater que les règles fixées par le précédent chapitre sont méconnues. C'est-à-dire qu'il y a un délai. Il y a un délai actuellement de 10 jours après le dépôt du projet de loi. C'est-à-dire que la conférence des présidents a 10 jours pour s'opposer à l'inscription à l'ordre du jour du projet de loi. Sinon, ça veut dire que le projet de loi est considéré comme valide, comme valable, comme ne méconnaissant pas, donc comme respectant les règles fixées par l'organique, et par ce chapitre en particulier. Lorsque le Parlement n'est pas en session, ce délai est suspendu jusqu'au 10e jour qui précède le début de la session suivante. Alors ça, c'est important aussi, mais c'est important que ce soit là, mais c'est pas important, disons en général, c'est juste pour faire en sorte que, en fait, la conférence des présidents puisse se réunir. C'est-à-dire que si le Parlement n'est pas en session, ça veut dire qu'ils sont probablement en vacances, les députés, les sénateurs, enfin les sages, et du coup, ils vont pas pouvoir traiter cette question. Et du coup, le délai est suspendu jusqu'au 10e jour qui précède le début de la session suivante. Puisque, en effet, les députés, les sénateurs ou les sages doivent se réunir, en principe, plusieurs jours avant le début d'une nouvelle session pour discuter de ce qui va y avoir à l'ordre du jour. Notamment, et pour peut-être commencer, ou continuer un travail qui peut être important, un travail en commission. Bref, c'est juste pour éviter que ce délai court toujours alors que le Parlement n'est pas en session. Donc, maintenant qu'on a vu ça, il faut dire que l'étude d'impact, cette obligation d'étude d'impact, ne s'applique pas à tout. À quel projet de loi cette obligation s'applique-t-elle? Les projets de loi concernés sont les projets de loi ordinaires, et je rajoute les projets de loi unanimes, principaux éminentes, les projets de loi organiques, les projets de loi de programmation sauf ceux de programmation des finances publiques, les dispositions dites non exclusives des projets de loi de finances et projets de loi de financement de la sécurité sociale, les dispositions d'habilitation à prendre par ordonnance des mesures législatives, les projets de loi, enfin à peu près, on va voir juste après, les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation d'un traité ou accord international en vertu de l'article 53 de la Constitution. En réalité, ce n'est pas une étude d'impact complète, mais ce sont des documents qui sont demandés, qui sont équivalents à une étude d'impact. On va pas donner autant de détails, en tout cas pas toutes les mêmes informations, on va parler notamment de la procédure, de discussion, de négociation, de rappel des négociations qui ont été effectuées, des signatures qui ont déjà été faites, des ratifications qui ont déjà été faites sur le traité ou l'accord international. On va rappeler discussion, éventuellement on va donner les impacts envisagés de ce projet de loi, mais on va pas donner absolument tout exactement pareil, mais on peut considérer quand même que c'est l'équivalent d'une étude d'impact. Ce n'est pas essentiel de savoir qu'il y a une différence légère pour les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation d'un traité ou accord international. Il y a également les dispositions des projets de loi de ratification d'ordonnance avec des modifications de fond à l'ordonnance. Donc s'il y a des modifications de fond à une ordonnance, les projets de loi de ratification doivent être accompagnés d'une étude d'impact. S'il n'y a que des ajustements d'ordre matériel ou de cohérence, il n'y a pas d'obligation d'étude d'impact. Continuons les projets, on a vu en fait l'essentiel, les projets de loi non concernés par l'étude d'impact, du coup les projets de loi constitutionnels, tout ce qui concerne la révision de la Constitution actuellement, ce n'est pas soumis à l'obligation d'étude d'impact. Également, ce qui concerne les projets de loi de règlement, les projets de loi de finances et les projets de loi de financement de la sécurité sociale, donc tout ce qui concerne les finances, donc ce sont des choses assez importantes, ne nécessitent pas d'étude d'impact à proprement parler, en tout cas sauf sur les dispositions dites non exclusives des PLF et PLFSS, c'est-à-dire des dispositions d'ordre plus général, qui ne sont pas exclusives au PLF et au PLFSS, qui peuvent là, et qui doivent là faire l'objet d'études d'impact. Mais un PLF ou un PLFSS doit quand même, bien sûr, être argumenté. Mais il n'y a pas d'obligation d'une étude d'impact formelle, comme c'est le cas pour les autres types de lois. Les projets de loi de programmation des finances publiques, dans la même veine, ne doivent pas faire l'objet d'études d'impact, en tout cas il n'y a pas d'obligation, même si ça peut être intéressant d'avoir des renseignements sur les impacts éventuels, mais il n'y a pas d'obligation d'études d'impact dans les conditions qu'on a vues précédemment. Les projets de loi prorogeant les états de crise, c'est-à-dire qui prolongent les états de crise non plus. Alors, je trouve ça intéressant, et je pense que c'est utile de garder en tout cas cette partie-là, les projets de loi prorogeant les états de crise. Pourquoi? Car quand il y a un état de crise, il est bon de pouvoir assez rapidement, sans trop de soucis, prolonger en fait l'état de crise, faire en sorte qu'il ne se termine pas à la date qu'on avait prévue, s'il y a une situation importante, une situation urgente, une situation difficile qui l'exige. Également, les projets de loi de ratification d'ordonnance qui ne comportent pas de modification de fond des dispositions de l'ordonnance. Quand on parle de ratification sèche, c'est par opposition à ce qu'il y a juste au-dessus sur les dispositions des projets de loi avec des modifications de fond à l'ordonnance.
C'est juste une ratification sèche, c'est-à-dire qu'on ne va rien changer, on va juste dire ok, on valide, on garde ça comme ça. Alors je sais que ça fait très tableau, très liste cet épisode, beaucoup de listes, celle-ci aussi, mais c'est pour vous montrer que l'étude d'impact ne s'applique pas partout pareil, elle ne s'applique pas entièrement à tous les projets de loi, elle ne s'applique pas du tout pour certains projets de loi, et c'est une bonne chose, parce que pour les projets de loi non concernés qu'il y a juste en bas, ce n'est pas obligatoire d'avoir une étude d'impact, et c'est une bonne chose comme ça. Sauf peut-être pour un cas, mais on va y revenir juste après. Et c'est une bonne chose, parce que ce sont des sujets qui sont assez sensibles, et qui peuvent nécessiter quelque chose d'urgent. Ou, quand c'est les projets de loi constitutionnelle, la justification actuelle, je pense que c'est d'un ordre souverain, qui n'a pas d'impact sur la société à proprement parler, ça a un impact surtout sur les institutions. Il n'y a pas nécessairement d'impact économique à une révision de la Constitution. Ça s'applique pas trop, quoi. L'étude d'impact telle qu'elle est pensée avec ces sujets qu'on a donné juste avant, ça s'applique pas trop au projet de loi constitutionnel. On va y revenir juste après. Bref, continuons. On va voir les cas particuliers des PLF et des PLFSS. Alors oui, il n'y a pas obligation d'étude d'impact, mais ça n'empêche que leur élaboration respecte, en tout cas dans les grandes lignes, on va voir ici une certaine procédure qui vont faire que les PLF et PLFSS vont pas être des brouillons. Évidemment, ce sont des projets de loi assez importants puisqu'ils concernent les finances de l'État ou des organismes de sécurité sociale. Alors, commençons donc par le PLF, les PLF. Alors, les projets de loi de finances, on va dire juste PLF, sont préparés par la direction du budget, qui est sous l'autorité du ministre en charge du budget. Le nom exact du poste du ministre, ça varie en fonction des gouvernements, puisqu'il peut y arriver qu'on décide que le gouvernement, le Premier ministre, les directeurs, décident que ce nom doit changer. Il peut y avoir un ministre chargé du budget, ou alors ça peut être un ministre chargé de l'économie et du budget, ou des finances publiques, enfin bref, il y a plein de noms possibles. En tout cas, il y a une direction du budget, elle existe toujours, elle est sous l'autorité du ministre qui est en charge du budget, peu importe son nom exact. Une fois qu'on a dit que c'était dirigé par la direction du budget, que c'était elle qui s'occupait d'élaborer les PLF, il faut ne pas oublier de dire que dès le début de l'année d'avant, on commence déjà à préparer le PLF pour l'année suivante. C'est-à-dire que on est par exemple en 2023, dès début 2023, on commence à réfléchir au PLF pour les finances de 2024. Du coup, la direction du budget va étudier différentes hypothèses d'évolution des dépenses pour l'année suivante. Elle va rencontrer les ministères qui précisent alors leur demande d'évolution de leurs crédits et de leurs emplois. Les emplois au sein de ces ministères, dans les administrations rattachées à ces ministères. Leur crédit, c'est bien sûr tout ce qui concerne les ressources, l'argent en fait, qui va leur être alloué, les ressources en général, mais on peut chiffrer ça en termes monétaires, qui vont leur être alloués pour gérer leur administration et pour organiser la politique nationale. Il va y avoir des négociations au sein du gouvernement, parce que les ministères vont pas tous être d'accord, parce qu'il y a un budget qui va être limité, limité par les ressources de l'État, c'est-à-dire ce qu'il reçoit, ce que l'État va recevoir comme argent, il faudra ensuite le redistribuer, on ne pourra pas en donner à tout le monde comme il le voudrait. Chaque ministère ne pourra pas recevoir tout l'argent de l'État, il faut répartir, quoi. Donc il y a des négociations au sein du gouvernement, et le gouvernement va devoir procéder à des décisions, faire des choix, pour ensuite rédiger ce PLF. Une fois cette rédaction faite, le PLF pourrait être soumis pour avis au Conseil d'État et au Haut Conseil des finances publiques. Une fois ces avis reçus, éventuellement il y aura des modifications par le gouvernement, mais sinon il y a présentation en Conseil des ministres et dépôt ensuite devant l'Assemblée nationale, et c'est le début ensuite de la procédure législative, donc je vais pas revenir là-dessus en détail, ça ne sert à rien. Ensuite, le cas de l'élaboration des PLFSS. Oui, on enchaîne. Ça sert à rien de s'attarder là-dessus, vous voyez que la procédure est assez différente, et ici elle est encore un petit peu différente, on retrouve quand même les mêmes idées de négociation, de consultation que dans la procédure classique, mais il y a quelques différences. Pour les PLFSS, c'est par la direction du budget, et surtout par la direction de la sécurité sociale, du ministère des Affaires sociales, chargé des solidarités et de la santé, bref, son nom diffère à chaque fois, mais c'est la direction de la sécurité sociale. Donc c'est essentiellement ces directions-là, mais il faut discuter avec les autres directions, avec les autres ministères, pour ce qui les concerne, s'il y a des sujets qui les concernent. Les organismes de sécurité sociale vont transmettre leurs propositions, et ils participent, avec leur expertise technique, à l'élaboration du PLFSS. Puisque c'est pour eux, c'est pour les organismes de sécurité sociale, c'est pour ce qui concerne la sécurité sociale, qui est rédigé ce PLFSS. Les travaux de la Commission des comptes de la sécurité sociale, CCSS, servent de base à la rédaction du PLFSS. C'est une règle, c'est comme ça sert de base, mais ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de notifications qui vont être faites, qui vont être apportées. Mais c'est un document qui sert de base. Ensuite,
il va y avoir soumission, ensuite ou en même temps, il va y avoir soumission pour avis à de nombreux organismes concernés. En fait, beaucoup d'organismes sont concernés, puisque ce sont des organismes qui s'occupent de sous-parties de la sécurité sociale. On va voir le Conseil d'État, évidemment. Le CCSS, qui s'occupe des comptes de la sécurité sociale, qui va être consulté pour avis. Les caisses nationales de la sécurité sociale également. Le Haut Conseil du financement de la protection sociale aussi. Le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. Le Conseil d'orientation des retraites, etc., etc. Il y en a plein. Il y en a plusieurs. De nombreux organismes qui vont, du coup, être consultés pour l'élaboration de ces PLFSS. Ensuite, il y aura, bien sûr, la présentation au Conseil des ministres. Et le dépôt devant l'Assemblée nationale, donc après la rédaction, après tout ça, après toutes ces consultations, tous ces débats, toutes ces négociations, et la procédure législative va pouvoir commencer, et là il y aura encore des débats, encore des négociations, mais au sein du Parlement, et plus précisément au sein de l'Assemblée nationale. Alors il y a d'autres exceptions à l'obligation d'étude d'impact, donc des procédures qui sont légèrement différentes encore. Globalement, on reste dans ces idées-là, initiatives, idées, négociations, interministérielles, avec d'autres acteurs qui peuvent être concernés, consultations d'organismes, d'organes, du Conseil d'État, présentation au Conseil des ministres, dépôt devant l'Assemblée nationale, ou devant la Chambre des sages. Ça dépend. Pour PLFSS, c'est forcément dépôt devant l'Assemblée nationale. Pour PLF aussi. Donc en fonction des cas, il y aura différentes personnes qui seront consultées, différents experts qui seront consultés, différentes enquêtes qui vont être menées, différentes négociations, différentes procédures qui sont légèrement différentes mais qui vont tourner autour de ces idées-là. Alors, doit-il y avoir des changements à cette liste? Et en fait ici, je parle des changements à la liste des obligations d'études d'impact, et aussi à cette procédure. Concernant cette procédure, moi j'ai rien à redire, je trouve ça assez pertinent, voilà, de débat, de négocier, d'aller voir un petit peu tout le monde, notamment tous les organismes concernés, et ensuite de proposer le PLF ou le PLFSS, enfin les projets de loi, au Parlement, avec une étude d'impact, quand il le faut en tout cas, qui soit fournie, exhaustive, précise, fiable, etc. Est-ce qu'il doit y avoir des changements à la liste précédemment vue, notamment pour ceux qui sont non concernés? Alors j'ai juste un bémol. Juste une chose à modifier, les études d'impact pour les projets de loi constitutionnelle. Pour moi, il doit y en avoir. Alors j'ai mis à peu près, approximativement. En fait, ça ne doit pas être une étude d'impact comme pour les autres. Mais c'est plus cette idée que le projet de loi constitutionnelle devra être motivé et qu'ils devront penser aux impacts sur les institutions, sur les administrations, sur l'État en général, sur les relations possibles avec aussi les relations politiques avec les voisins, en termes de géopolitique également, et aussi de sécurité intérieure, d'avis des citoyens, enfin voilà, que le projet de loi constitutionnelle ait une étude d'impact, son impact sur les institutions, sur les relations extérieures, sur les relations intérieures, sur la vie politique, bref, tous ces sujets-là, les explications aussi plus fournies de pourquoi est-ce que le gouvernement souhaite avoir ce projet de loi constitutionnelle, c'est pour ça que je pense qu'il doit y avoir quelque chose qui ressemble en fait dans l'idée, dans la logique, dans le type de sujets qui sont mis dans les études d'impact, eh bien il doit y avoir ça similaire pour les projets de loi constitutionnels. En tout cas, c'est mon avis. Alors, y a-t-il des nouveautés à mettre en place? En plus de celles-ci, doit-il y en avoir d'autres? On va voir quelques évolutions, quelques nouveautés qui sont envisagées actuellement. Alors, il y a une proposition de l'organique visant à améliorer la qualité des études d'impact et des projets de loi. Elle n'a pas encore été votée, enfin elle a déjà été votée par le Sénat une première fois, mais elle n'a pas encore été votée au moment où je vous parle, en tout cas je n'ai pas trouvé, elle n'a pas été votée par l'Assemblée nationale. Et cette proposition de loi organique propose notamment les évaluations réalisées par des organismes indépendants en complément des évaluations réalisées par le gouvernement. Alors je suis pas trop pour. Cette idée que des organismes indépendants, autres que le gouvernement, vont pouvoir participer à la rédaction, en fait, à tout ce qui est travail d'études d'impact pour l'étude d'impact, avec des évaluations supplémentaires qui seront en complément, c'est-à-dire que le gouvernement va quand même réaliser des évaluations. Ça, c'est pas mal que ce soit marqué en complément, mais je pense qu'il y a un réel souci démocratique et de confiance. C'est-à-dire que des organismes indépendants, il faudrait qu'ils soient complètement indépendants. Indépendants de qui? Indépendants de tout le monde? Est-ce qu'ils ne vont pas essayer de tirer en fonction d'intérêts politiques différents, d'intérêts économiques, d'intérêts de lobby, enfin de groupes de pression, de syndicats potentiellement? Bref, des organismes indépendants, pourquoi pas? Mais je ne juge pas que ce soit essentiel, et surtout, ça ne doit pas remplacer les évaluations réalisées par le gouvernement, qui lui a déjà l'expertise du gouvernement et des connaissances des institutions publiques, mais surtout, lui, est quand même, en principe, quelqu'un qui a un peu plus de confiance que les organismes indépendants extérieurs. Quoique, ça dépend pourquoi. Bref, c'est quelque chose d'assez compliqué, et je ne suis pas totalement pour. Disons que ce serait à débattre concernant les organismes indépendants qui participeraient à la rédaction d'une partie, en tout cas des évaluations, d'une partie des impacts, d'une étude d'impact pour un projet de loi. D'autres projets, d'autres propositions à joindre les avis rendus par le Conseil national d'évaluation des normes.
Pourquoi cette proposition-là? Pour qu'il y ait réellement une étude d'impact fondée sur tout ce qui concerne la simplification de la loi et des normes. Car en fait, on a un problème, en France mais pas que, c'est l'inflation législative, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de normes, et ça devient difficilement lisible pour les juristes notamment, mais surtout pour les citoyens. Il y a beaucoup de normes, à plusieurs étages, ça devient difficilement lisible pour les juristes, mais surtout pour les citoyens, et aussi pour le législateur qui parfois oublie certaines lois, donc c'est un peu embêtant, et il faut essayer de simplifier au maximum, sans pour autant supprimer des lois, supprimer des règles, et rendre ça illisible. Bref, c'est quelque chose d'assez compliqué, et comme il existe un Conseil national d'évaluation des normes, pourquoi pas s'en servir dans l'étude d'impact? Il y a aussi les évaluations en termes de crédit, d'emploi et d'informatique, pour les administrations notamment, qui devraient être ajoutées, selon ceux qui proposent cette loi organique, pour les études d'impact. Alors, normalement, ça devrait déjà y être. Toutes ces évaluations en termes de crédit, d'emploi et d'informatique devraient déjà être dans les études d'impact. Je comprends qu'ils veulent rajouter cette obligation à l'écrit pour que ce soit réellement formel et pleinement effectif, mais normalement ça devrait déjà être le cas. Il souhaiterait également allonger le délai pour qu'il passe de 10 à 30 jours pour l'opposition de la conférence des présidents, c'est-à-dire l'opposition à l'inscription à l'ordre du jour d'un projet de loi qui ne respecterait pas la loi organique, donc notamment qui n'aurait pas une étude d'impact fournie et suffisante. Alors je pense que c'est une bonne chose, 30 jours ce n'est pas trop, 10 jours c'est probablement assez court pour bien lire l'étude d'impact et vérifier qu'elle soit complète, qu'elle soit suffisante, surtout qu'une étude d'impact peut faire des centaines de pages. Et je ne pense pas qu'il faille non plus allonger ce délai à plus de 30 jours, car après ça commence à faire un peu long pour aborder le sujet, et pour ensuite discuter la loi, ça rallonge encore le temps de la procédure législative. Mais 30 jours, je pense que c'est une bonne proposition, c'est quelque chose qui peut se faire et qui s'entend pour laisser plus de temps à la conférence des présidents de traiter les différentes études d'impact, de vérifier qu'elles sont bien conformes à la loi organique, qu'elles sont suffisantes. Alors maintenant, nous allons parler des propositions du CESE, donc du Conseil économique, social et environnemental, qui a proposé à plusieurs reprises l'extension de l'obligation d'étude d'impact aux propositions de loi, au contenu des ordonnances et aux amendements du gouvernement et des parlementaires. Personnellement, je m'y oppose, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça rendrait plus difficile le travail du législateur, puisqu'il n'a pas forcément les compétences, c'est-à-dire que les sages, les sénateurs actuellement n'ont pas forcément les compétences et les services appropriés pour élaborer des études d'impact suffisantes, même si l'idée est intéressante, je trouve qu'elle est un peu complexe à mettre en œuvre et qu'elle pourrait déséquilibrer les rapports de pouvoir entre le gouvernement et le Parlement. Et aussi, l'obliger pour les propositions de loi, les amendements du gouvernement et les parlementaires, c'est aussi, puisque j'ajoute qu'il y a des propositions de loi et des amendements citoyens qui seraient possibles éventuellement, c'est rajouter du coup des contraintes très difficiles à respecter pour les amendements et propositions de loi par des citoyens. Puisque c'est une proposition que je fais, que j'ai déjà fait dans l'épisode 26, mais avec une obligation d'étude d'impact, ce serait assez difficile pour les citoyens de d'écrire cette étude d'impact pour proposer une loi ou pour avoir des amendements citoyens. L'idée est intéressante, mais pose trop d'autres soucis pour qu'elle soit, à mon sens, applicable. Le CESE propose également d'autres choses, et notamment renforcer l'évaluation des politiques publiques ex post, c'est-à-dire après l'entrée en vigueur des lois. Alors, ce serait quoi? Ce serait un rapport sur la mise en application de la loi votée, et son impact. Comme c'est déjà censé être le cas à l'Assemblée nationale notamment, même si ce n'est pas toujours fait, ce n'est pas assez fait, il suffit de regarder, c'est noté au règlement de l'Assemblée nationale, article 145-7, alinéa 3. Donc, ça existe déjà par l'Assemblée nationale. Peut-être que ça existe au Sénat, je ne suis pas allé vérifier. Mais pourquoi pas aussi un rapport par le gouvernement? Je pense qu'il serait plus capable, ce serait plus approprié que ce soit le gouvernement qui lui aussi vérifie qu'il y a bien eu les impacts escomptés pour la loi qui a été votée. Alors, d'autres propositions, celle-ci, celle de Bertrand Léo Combrade, professeur et docteur en droit public. J'ai trouvé ces propositions assez intéressantes, du coup j'ai voulu les noter ici. Il propose des débats d'orientation préalables avec le gouvernement et les parlementaires. C'est-à-dire que le gouvernement, les ministres et les parlementaires se réuniraient pour débattre avant l'élaboration d'un projet de loi. Donc lors de réunions interministérielles de préparation d'un nouveau projet de loi. Donc juste avant l'écriture de l'étude d'impact et du projet de loi en lui-même. Il propose aussi de renforcer l'opposition à l'inscription à l'ordre du jour d'un projet de loi qui aurait une étude d'impact insuffisante. Donc cette opposition par la conférence des présidents. Il propose que ce soit aussi possible par 60 députés, 60 sénateurs, donc pour moi 60 sages, qui du coup s'opposeraient à l'inscription à l'ordre du jour. Je pense que c'est une bonne idée, car ça donne plus de poids, plus de pouvoir à l'opposition, qui pourrait aller contre une majorité qui est trop forte et qui pourrait chouchouter le gouvernement en faisant passer les projets de loi, même ceux qui ont des études d'impact un peu moisies.
Bref, quelles sont du coup mes nouveautés? Mes nouveautés, pour moi, il faudrait du coup inclure, je reprends bien sûr des propositions dont on vient de parler. L'avis rendu par le Conseil national d'évaluation des normes, pour moi, c'est quelque chose qui peut être ajouté aux études d'impact. En ce qui concerne l'opposition à l'inscription à l'ordre du jour par la conférence des présidents, je suis d'accord pour que le délai passe de 10 à 30 jours, et pour qu'il y ait une possibilité par 60 députés ou 60 sages. 60 députés et sages mélangés selon les cas. Je suis aussi d'accord pour qu'il y ait des débats d'orientation préalable avec le gouvernement. Ça permet aussi de faire des projets de loi qui sont plus forts, plus efficaces et qui pourront peut-être aussi passer plus vite au Parlement puisque les parlementaires ont déjà donné leurs avis sur ce qu'ils pensent qu'il faudrait y avoir comme réforme. Même si, bien sûr, les parlementaires ont aussi la possibilité de faire eux-mêmes les réformes avec des propositions de loi. Je continue cette fois avec le CESE et je suis d'accord sur l'idée d'un rapport obligatoire ex post du gouvernement. Et j'ajoute ceci, il faudrait aussi qu'il y ait une transmission obligatoire pour avis consultatif, même s'il est préférable quand même de respecter cet avis, au conseil scientifique, l'avis du conseil scientifique. Et éventuellement, c'est même quelque chose qui peut être très utile pour le gouvernement, c'est que le conseil scientifique vienne conseiller le gouvernement lors de la rédaction du projet de loi et de son étude d'impact. Il pourrait servir, le conseil scientifique, de soutien à la rédaction des projets de loi, à la rédaction des études d'impact. Bref, nous en avons fini avec ce long sujet compliqué, un peu compliqué, mais encore ça va, et donc nous allons pouvoir conclure. Concluons la procédure d'élaboration d'un projet de loi. Alors, on va pas revenir sur tout, reprenons des idées essentielles, l'idée qu'il y a des consultations, des expertises, qu'il y a des débats et négociations interministérielles, et qu'il y a aussi rédaction du projet de loi, de l'étude d'impact de l'exposé des motifs et du décret de présentation avant le dépôt au Parlement. Et bien sûr, des obligations importantes, l'avis consultatif du Conseil d'État doit être demandé et reçu, et il y a aussi bien sûr l'étude d'impact qui doit être rédigée et qui doit être exhaustive, j'insiste là-dessus, elle doit être complète, suffisante. Alors, concernant les nouveautés, c'est tout ce que je viens de dire, l'avis du Conseil national d'évaluation des normes, l'opposition à l'inscription à l'ordre du jour par la conférence des présidents avec un délai de 30 jours, au lieu de 10, une possibilité par 60 députés ou 60 sages, des débats d'orientation préalable avec le gouvernement et les parlementaires, et un rapport obligatoire ex post du gouvernement, sans oublier bien sûr ce que je rajoute avec le conseil scientifique, qui devrait donner son avis, un avis consultatif obligatoire, et qui pourrait donner des conseils et aider à appuyer le gouvernement pour la rédaction de l'étude d'impact et du projet de loi en lui-même. Alors donc on a vu la procédure, ou plutôt les procédures, si on compte également les procédures un peu différentes des PLF, PLFSS et celles que je n'ai pas vues, et les obligations, avis consultatif du Conseil d'État et études d'impact pour l'élaboration d'un projet de loi. On a vu ça, c'est quelque chose qui était important, qu'il fallait voir, et maintenant on va pouvoir s'attaquer à quelque chose qui est assez critiqué, c'est-à-dire les ordonnances. Et pour les ordonnances, alors, est-ce qu'il doit y avoir une étude d'impact? Alors on l'a déjà dit que plus ou moins que oui, ça dépend quel projet de loi, si c'est projet de loi qui demande une habilitation, si c'est pour ratifier les ordonnances, et si c'est pour les ordonnances elles-mêmes, est-ce qu'il faut des études d'impact? C'est une question qu'on n'a pas vue. Peut-il seulement conserver la possibilité des ordonnances, c'est-à-dire que le gouvernement légifère à la place du Parlement, et qu'ensuite le Parlement vienne valider, donc ratifier les ordonnances pour leur donner leur caractère législatif pleinement définitif? Ce sera la question qu'on va se poser lors du prochain épisode. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cet épisode, et je le rappelle, likez, abonnez-vous, partagez, n'hésitez pas, ça soutient mon travail, ça permet à la chaîne d'être plus visible, c'est une bonne chose pour moi et pour ce que je produis. Merci à toutes et tous, merci d'avoir regardé, merci d'être allé jusqu'au bout et de continuer à suivre cette série. C'était Healthcare, et à bientôt, à la prochaine, pour parler des ordonnances.